au jardin qui est à la mesure de la demeure, il s'étend tout autour. Dans une partie seulement, on aurait pu cultiver en même temps toutes les variétés de légumes et faire un avantageux élevage de volailles. Il y a là de quoi satisfaire tous les goûts et tous les besoins de la famille pour l'année. Il est possible de tirer de surcroît quelques substantiels profits avec l'excédent de production. Au lieu de cela, l'inutilité de ce jardin fait mal au cœur. Les travaux du jardinier, qui vient l'entretenir 2 fois par semaine, sont entièrement orientés vers la production du superflu. Quel gaspillage en effet que ces saules pleureurs, ces platanes et ces ridicules palmiers qui ne produiront jamais les savoureuses dattes du désert. Que penser aussi de toutes ces haies de fleurs qui occupent la moitié du jardin? Elles sont certes très jolies, et on y trouve des variétés peu courantes. Mais peut-on se nourrir de fleurs? Et quand je pense que j'ai séjourné en prison pour avoir offert des fleurs à des fleuristes professionnels, j'en conclus qu'il lui était préférable d'offrir des chaussures trouées à un cheval. Une Algérie indépendante. Quel rêve fou, mais ô combien séduisant. Selon toute vraisemblance, m'a dit Redouane, nous fêterons ensemble le jour de l'indépendance de notre pays. Quoique mes idées en la matière soient peu avancées, je ressens le besoin de m'interroger sur un aspect que je n'ai pas exploré jusque-là. Il s'agit tout simplement de nos futurs rapports avec les Européens dans le cadre d'une Algérie indépendante. Cette préoccupation ne m'est jamais venue à l'esprit et je pensais même qu'elle était quelque peu ridicule. Rien n'indique que la France se retirera en nous, rendant les clés de la maison. Pour tout dire, j'estime que j'aurai peu de chances d'assister à l'indépendance du pays. Quelques personnes parmi nous entretiennent ce secret espoir avec seulement la volonté de maintenir la flamme de la justice en attendant des jours meilleurs. Néanmoins, cette réflexion insolite prend le dessus sur toute autre considération, et je me trouve plongé ainsi dans d'irréelles spéculations. Habituellement, mon esprit a pour règle de se pencher sur les problèmes terre-à-terre, et je ne lui connaissais pas cette liberté de rêve. L'alcool délie les langues, mais je crois qu'il délie d'abord les esprits. Le colonialisme est parvenu à atteindre les sommets de l'absurdité. Par un tour de force diabolique, il a installé solidement les Européens dans le pays et nous a relégués au sous-sol de la maison. Les Européens se sentent davantage chez eux que nous. Outre les différences flagrantes de statut en leur faveur, ils détiennent des droits que nous sommes à 100 lieues de soupçonner. À cause de ces injustices criardes, quels sont ceux d'entre nous qui n'espèrent pas un jour les voir disparaître? Ce qui me surprend le plus en réalité, c'est l'expression de mon ignorance face à des gens qui se prétendent plus algériens que moi. Certes, je m'ai fait peu d'illusions sur l'homogénéité culturelle de notre pays. Entre les Mozabites, les Kabyles, les Chaouïas, les Arabes et les nomades du désert, il faut reconnaître qu'aucun ne parle la même langue. Il suffit de traverser le pays pour se confronter à ces innombrables barrages de la langue. Car si les Berbères s'expriment dans leur propre langue, certains dialectes arabes se situent franchement à la limite de l'entendement. L'harmonie linguistique n'est certainement pas ce que nous avons de mieux dans notre pays. Pourtant, il y a peu d'accrocs entre nous.
nous possédons en commun bien plus que ne le laisserait deviner ces différences. Nous avons pour nous l'égalité et l'unité que nous confère Dieu Tout-Puissant. À quelques détails près, nos habitudes et nos traditions sont similaires et on finit toujours par se comprendre. À l'inverse, on ne peut rien trouver de comparable chez les Européens ou avec les Européens. Ils ont acquis un certain dédain à notre égard et se sont retranchés solidement derrière leur civilisation afin de nous asséner outrageusement leur pouvoir et leurs pensées. Ils possèdent une religion à l'évidence peu accessible et ils ont des coutumes aussi étranges que leur nourriture. Dans l'ensemble, ils vivent dans un jardin fleuri où nous ne serons jamais admis. Ils ignorent dignement notre existence, sauf pour nous rappeler régulièrement notre amour inné de la fainéantise et de l'incompétence. Bien des choses m'échappent dans leur tradition. Je suis incapable d'affirmer si leur culture les prédispose à être naturellement fermés ou si elle est seulement un attribut particulier de nos pieds noirs. Cette seconde hypothèse est peut-être la bonne. Après tout, il serait ridicule de nier qu'ils soient nés en Algérie et qu'ils y ont construit leur vie. Faute de revendiquer autre chose, puisqu'ils détiennent déjà tout, il est normal que cette situation les conduise à bien des interprétations sélectives. D'ailleurs, il n'est pas un jour où ils ne clament leur attachement à cette terre. Ils possèdent tous les droits, même celui de se dire plus algériens que nous. Je m'interroge parfois pour savoir ce que nous sommes censés représenter pour eux. En de pareilles circonstances, je me demande aussi quel avenir commun nous pouvons envisager. L'avenir qui, pour moi, est enfoui dans la brume épaisse du matin et disparaît avec elle, devra se satisfaire de l'égalité des droits. Mais peut-on décemment prétendre être le voisin d'un inconnu? Les Européens sont-ils habilités à soutenir cette prétendue incompatibilité humaine entre nos deux peuples? Pour revenir à des considérations plus immédiates, face au banquier et à sa famille, je me dois d'être à la hauteur. Représentant maintenant mon oncle et M. Marcel, il est impératif de me ressaisir. Si l'extrême courtoisie et la sympathie de la famille me sont acquises, je crains de commettre des impairs imputables à mon ivresse. Je réalise combien il est difficile d'adapter ma conduite à la leur. En entrant dans cette maison, en effet, j'ai été précipité dans un monde où le temps a modifié son allure. Ici, il défile plus lentement qu'ailleurs. Mes sens ne se trompent pas. La famille entière évolue au ralenti. D'une certaine manière, cela m'arrange, parce que mon état physique se complaît davantage dans la torpeur. Mais se laisser aller est indigne d'un invité. En prenant place pour dîner autour de la table conçue pour recevoir la population d'Indouar, mon sentiment d'appartenir au royaume du temps assoupi se consolide. Tout ce qui peut exister à l'intérieur de cette maison me renvoie sans transition à ce sentiment du temps déréglé. Chez nous, il n'existe pas un seul instant de la journée à l'abri des turbulences qui marquent la vie d'une famille. Les remous permanents se chargent de s'animer et de contrôler les lieux. Ils n'épargnent ni les personnes ni les objets. L'agitation fait partie du domaine routinier. Elle ne souffre d'aucun complexe et ne se prive pas d'engendrer de perpétuels bouleversements dans la maison.
Cette dernière se transforme au gré des circonstances, de cuisine en salle de bain, en passant par l'atelier de tissage, et n'hésite pas à se métamorphoser en lieu de prière plusieurs fois par jour. Nos maisons aiment se faire entendre et savent communier avec nos humeurs. Nos familles disposent généralement, il est vrai, d'une pièce unique, et la vie dans nos campagnes incite peu à une débauche de protocole. La maison du banquier, quant à elle, est un modèle du genre. Opposé, tous les éléments qui la composent paraissent avoir été moulés avec les murs. On imagine difficilement qu'un objet puisse être déplacé de l'endroit qui lui a été assigné une fois pour toutes. Des verrous invisibles le maintiennent solidement à sa place. Ce décor statique et immuable astreint le visiteur aux lois de l'économie du geste. Le temps figé par ce cadre richement décoré stimule la crainte de troubler cette œuvre au point de préférer rester debout. Je n'en veux pour preuve que la chaise qui me supporte. Malgré le soin que j'apporte à la déplacer légèrement afin de m'installer à table, je l'entends souffrir le martyre. La table n'est pas en reste dans ce concert d'immobilisme. Elle n'est pas accoutumée à être dérangée par un indigène. Elle réagit immédiatement, d'ailleurs, en s'efforçant de me mettre à l'index. La suite demain à la même heure, vous pouvez vous abonner.